Bonsoir ou rebonsoir aux personnes, qui étaient là, au talk juste avant. Du coup, je vous retrouve, j'ai l'air d'être en solo, mais en fait, Camille est là en fufu. Dis bonjour Camille. Coucou, je suis là, mais juste par la voix. Voilà, donc on vous retrouve, pour un talk, donc que j'ai préparé qui s'appelle, qui en fait va parler de représentation des personnes handicapées dans les jeux vidéo et les médias. Donc tu peux mettre la slide, Antoine, si tu es prêt. Voilà, super, merci. Alors du coup, ce petit talk, on continue sur la lancée des slides minimalistes, hein, pour ceux et celles qui étaient là dès le début, heu, parce que, je me suis dit que ça serait en plus, plus lisible. Donc voilà, on va avoir des choses très simples. Donc pour vous parler un peu de ce talk avant de nous lancer, alors il faut que je clique au bon endroit parce que j'ai 50 000 trucs, mais ça va bien se passer. Voilà. Je voulais déjà vous faire une petite, présentation rapide. Donc, je m'appelle Clémentine Plissonnier. Comme vous le savez sûrement, je suis, game designer. Je travaille à Monkey Moon. Je suis moi-même, handicapée. Je suis autiste et je souffre aussi d'une maladie chronique qui s'appelle l'endométriose, qui est très handicapante au quotidien. Et heu et voilà, donc ça, c'est les raisons pour lesquelles, j'ai commencé à travailler sur le sujet déjà de mon côté, me questionner genre: «Qu'est-ce qui se fait dans le jeu vidéo? Est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe dans les médias? Pourquoi ça va pas du tout?» Et tout ça, ça m'a amené en fait assez vite à découvrir un peu tout ce qui est militantisme autour du validisme. Donc le militantisme autour, des discriminations subies par les personnes handicapées en particulier. Donc on va faire une petite intro sur un peu, quelques définitions sur ce talk et puis ensuite je vais passer à une décomposition, des différents, tropes, c'est-à-dire des différents clichés offensifs, et discriminants qu'il y a dans les représentations, dans les médias autour du handicap. Camille, je te laisserai m'interrompre, si tu vois des questions dans le chat qui te semblent pertinentes. Sinon tu me les poseras à la fin si, il y a rien d'urgent. Ça marche. Voilà, sachez que moi j'ai pas accès au chat pour pouvoir bien me concentrer, mais du coup j'aurai toutes vos questions via Camille, qui est ma backup. Voilà. Alors, déjà, je voulais un peu vous parler de pourquoi ce talk? En fait, il y a plusieurs contextes où j'ai remarqué qu'il y avait, besoin de parler de ces sujets-là. Le premier contexte, c'est, dans mon travail. Donc là, je vous ai mis le logo du jeu sur lequel je travaille. En fait, je me suis rendu compte que, il y avait une envie de faire, des représentations qui soient correctes au sujet du handicap, mais aussi au sujet de la maladie, hem, dans l'équipe de dev du jeu sur lequel je travaille. Et en fait, mes collègues étaient assez peu, s'ils avaient vraiment envie de bien faire, ils étaient assez peu équipés, en fait. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient où on n'osait pas trop dire les choses parce qu'on savait pas trop. J'ai aussi constaté quand je faisais cours, donc là, je vous ai mis une photo de l'Engmin, big up aux gens de l'Engmin qui sont dans le coin. Voilà, et je me suis aussi rendu compte qu'à l'école, déjà en tant qu'étudiante, je me sentais assez peu équipée, voire pas du tout, enfin pas trop sensibilisée aux questions. Et après en tant que prof, je me suis rendu compte que, mes étudiants et mes étudiantes, quand on parlait de représentation, le sujet du handicap était même pas vraiment sur la table la plupart du temps parce que, soit on oubliait, soit on faisait un petit pas de côté pour se débarrasser de ce sujet un peu casse-gueule. Et donc voilà, c'est ce qui m'a, amenée à me dire: «OK, donc le contexte, c'est qu'il y a un besoin, en fait. Il y a un besoin, de quelque chose qui soit, une première décomposition, en fait». Parce que, moi, quand je parle des grandes questions autour du validisme, les gens autour de moi découvrent, en fait. Ils savent même pas ce qui pose problème, en fait. Ils savent même pas quel est le problème quand ils voient ces choses-là. Donc il faut une première décomposition des représentations qui soit simple pour comprendre ces grands enjeux. Voilà, moi je sais que, ça m'avait frappé les premières fois où on m'avait expliqué que ça, c'était un cliché, sexiste par exemple. J'étais là genre: «Ah oui, c'est vrai, c'est hyper nul de dire ça et tout ça». Mais, avant qu'on me le dise, finalement ça avait été très dur de l'identifier. Et donc j'ai essayé de faire le même travail au sujet des représentations des personnes handicapées. Heu, donc avant toute chose, j'aimerais bien définir avec vous le handicap. Donc je suis d'abord, pour, poser cette définition, je suis d'abord allée chercher des références un peu mainstream. Donc j'ai tapé handicap sur Google Images et ensuite j'ai tapé handicap dans le Larousse. Donc, voilà, c'est vraiment des choses quand même assez mainstream, c'est des ressources qu'on consulte, en premier lieu quand on veut avoir une idée de quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que, la plupart du temps, cette vision mainstream qu'on a dans les médias, cette vision un peu de base, c'est que,
Les personnes handicapées, ça va être souvent des personnes auxquelles on va considérer qu'il manque quelque chose, en fait, pour vivre dans notre société comme toutes les autres personnes. C'est ce qu'on appelle une vision médicale. C'est que souvent, on considère qu'il y a un problème de santé qui fait que, du coup, ces personnes-là, bah, naturellement, elles sont exclues parce qu'elles n'ont pas le même accès, à partout. Donc ça peut être, la plupart du temps, on va représenter le handicap de manière physique, qu'avec une canne, avec un fauteuil, avec un chien guide d'aveugle, et cetera. Et souvent, on va représenter les personnes handicapées comme des personnes à qui on a un manque ou qui vont, souffrir d'être handicapées, de ne pas être valides. Donc valide, c'est quelqu'un qui n'est pas handicapé. Et donc, ça, c'est des définitions qui vont revenir très souvent. Il y a une définition alternative qui essaye d'être posée, enfin qui est posée et qui essaye de se développer, qui a été posée donc par des militants et des militantes, antivalidistes, donc des militants et des militantes qui luttent pour que, il n'y ait plus d'inégalité dans notre société envers les personnes handicapées. Hem et la vision que je vous ai montrée, médicale, où il manque quelque chose aux individus pour, s'adapter à notre société, c'est une vision qui est très, très, très rejetée, en fait, par nous militants, handicapés et antivalidistes. Heu, donc là, je vous ai mis un petit extrait du manifeste du CLÉ. Donc le CLÉ, c'est le collectif Lutte et handicap pour l'égalité et l'émancipation. Il y en a plusieurs branches, il y a notamment le CLÉ autiste, et donc le CLÉ, qui, travaille, sur le handicap en général, voilà, essaye de définir, bah, que, au même titre que d'autres groupes sociaux minoritaires et ou marginalisés, les personnes handicapées subissent une oppression systémique de la part des personnes valides, qui se sont arrogé le droit de décider à leur place de la façon dont elles devaient mener leur vie. Donc il y a une forme d'ingérence. Hem Et le manifeste continue en disant que, bah, nos limitations, notre état de dépendance, nos besoins physiques réels ou supposés, ont toujours servi de prétexte pour justifier l'ensemble des mesures prises dans le domaine du handicap, la plupart du temps sans nous et contre nous. Donc en fait, heu, la vision, des militants antivalidistes, c'est qu'en fait, le handicap, les limitations qu'on a dans la société, sont plutôt causées par le fait qu'on a une société qui discrimine, fortement le handicap, plutôt que par, nos limitations de santé. Donc on reviendra là-dessus, après pour qu'on continue à développer cette idée parce que, ça peut être un petit peu de temps à comprendre comme logique. Mais, en tout cas, voilà, il faut savoir que la vision, mainstream du handicap, qu'on peut avoir dans les médias, déjà, elle est complètement, rejetée par les militants et les militantes antivalidistes. Il y a quelques principes de représentation que je voulais aborder. Donc c'est un peu des grands principes qui vont nous permettre ensuite d'aborder les tropes, en connaissance de cause. Donc déjà, il faut savoir que la fiction, dans son ensemble, représente globalement assez mal le handicap. Pourquoi? Parce qu'en fait, la fiction, souvent, va s'inspirer d'autres fictions qui vont, du coup, perpétuer des clichés. Très souvent, on va, en fait, pas faire la recherche, via des sources premières, mais on va faire la recherche on va faire des recherches, en analysant, bah, des représentations qui sont déjà erronées, en fait. Donc il y a un historique, par exemple, de personnages en fauteuil roulant qui sont représentés dans des fauteuils roulants complètement datés. Là, je vous ai mis une planche par Calvin ou Calvin, je ne sais pas comment ça se prononce. Et il y a un thread entier à aller chercher sur son Twitter avec des recherches et son expérience sur, les fauteuils roulants. Voilà et en fait, du coup, ce que je voulais dire avec cette slide, c'est que aussi bien dans la représentation physique du handicap, du quotidien, des modes de vie, des outils et cetera, que dans la construction des personnages, on va se baser sur des choses qui sont très souvent des clichés et qui sont très souvent, fausses ou pas nuancées ou clichés. Un deuxième principe de représentation, c'est donc cette histoire de modèle dont je vous parlais juste avant. Donc en gros, on considère qu'il y a 2 modèles pour représenter le handicap. On a le modèle médical et le modèle sociétal. Donc dans le modèle médical, les personnes qui adoptent ce modèle considèrent que, bah, le handicap est causé par un problème de santé des personnes handicapées, ce qui veut dire que, ces personnes-là ne sont plus adaptées à la société et que donc leurs besoins particuliers, heu, bah, leurs besoins particuliers vont être à compenser par eux-mêmes, en fait, parce que c'est un problème individuel qu'elles ont rencontré. Donc
quand on prend, quand on adopte cette représentation, en fait, on aboutit à une société, qui est validiste, hein, qui est inégalitaire, qui va d'ailleurs chercher à soigner le handicap, puisqu'on considère que c'est un problème médical et à le faire disparaître. Donc là, je vous ai mis les logos de 2 collectifs, de 2 associations. La première, c'est Vaincre l'autisme. Bon, bah, c'est dans le nom, hein, c'est une association, créée par des parents de personnes autistes qui cherchent du coup à faire disparaître l'autisme. Nous, les militants et les militantes autistes, on considère que, bah, on est autiste et que, bah, il faut pas nous guérir, on n'est pas malade, on est juste, différents et que on va très bien, merci. Donc il faudrait plutôt, trouver des solutions pour qu'on puisse nous accepter dans votre société. Le deuxième logo, c'est celui du Téléthon. Bah, le Téléthon, pareil, c'est une, association qui finance la recherche médicale, pour, certaines maladies, qui sont, souvent des maladies rares et qui, donc va mettre ça, très, très en valeur au lieu de mettre en valeur, le besoin d'aménagement, et cetera, et cetera et très souvent, la recherche pour la maladie, c'est des trucs très, très long cours, très, très coûteux, très, très, parfois, assez, qui ont assez peu de chances d'aboutir, alors que, bah, les budgets, aménagement, ce genre de choses, c'est des trucs très concrets qui vont, bénéficier tout de suite, dans les joueurs. Enfin pour les j'ai dit pour les joueurs, mais je voulais dire pour les personnes. Du coup, n'hésitez pas, sur le site du Clé, il y a pas mal de ressources sur le Téléthon, donc si vous voulez aller voir là-bas, il y aura plein, plein de choses. Donc voilà. Donc à côté de ça, bah, vous avez les militants et les militantes antivalidistes, qui, perçoivent, le handicap du coup comme une émanation de la société. C'est pas, vous qui êtes, différents, qui fait que vous n'êtes pas, acceptés dans cette société. C'est cette société qui accepte aucune différence en fait, qui vous laisse dans votre panade, tout seul et qui, refuse le moindre petit aménagement, la moindre petite chose, la moindre différence de fonctionnement. Et c'est ça qui crée le validisme en fait. C'est ça qui crée l'exclusion. C'est que personne n'accepte les différences de fonctionnement ou qu'elles sont très, très, très difficiles à intégrer dans nos lois, dans nos fonctionnements et cetera. Un dernier principe de représentation, c'est le fait que le handicap, ça couvre énormément de situations diverses. Hem, Par exemple, bah, une personne qui va être enceinte, par exemple, c'est une personne qui va avoir besoin d'aménagement pendant un temps. Donc en fait, elle est en situation de handicap pendant un temps limité. À côté de ça, une personne qui vieillit et qui, voit ses moyens, son autonomie se diminuer et bah, elle va peut-être finir par être en situation de handicap, en fait. Donc voilà, le handicap, c'est pas juste, ah bah, voilà, Jean-Michel, personnage de série, est tombé du 10e étage et du coup, se retrouve cloué à un fauteuil roulant et je mets ça entre gros guillemets. Hem, c'est pas juste ça, mais c'est aussi plein d'autres situations qui peuvent être temporaires, qui peuvent évoluer, qui peuvent changer, et ça, il faut pas l'oublier. C'est pour ça, en fait, que le modèle où on cherche à faire disparaître ou guérir le handicap, c'est un non-sens, en fait. C'est parce que bah, on va tous vieillir, par exemple. Enfin, je crois, hein, l'immortalité, on n'y est pas tout de suite, donc ouais, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont avoir des besoins, bah, au niveau santé, au niveau autonomie, qui changent à des moments. Vous avez une maladie à un moment, bah, voilà, c'est en fait, c'est normal. C'est le cours de la vie qui fait que, bah, on n'est pas tous, valides tout le temps, en permanence, au top de nos besoins. Donc en fait, le handicap, c'est quelque chose qui ne peut pas disparaître, même si on guérit des maladies, même si, et cetera, et cetera. Donc voilà, c'est ça le handicap, ce qu'il faut retenir, c'est que ça couvre énormément de situations, donc en durée, mais aussi en niveau d'autonomie, en besoins, spécifiques et cetera, et cetera. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui passent, sous ce parapluie-là, donc c'est vraiment quelque chose, qu'il faut retenir. Et c'est pour ça que quand on travaille dans l'accessibilité, donc l'accessibilité, c'est le fait de rendre accessible quelque chose au plus grand nombre de personnes possible, donc ça considère, le handicap comme une des cibles. Et bah, plutôt que enfin, voilà, on va pas chercher à résoudre, les problèmes et les maladies, une par une. L'idée, c'est plutôt de donner, bah, le plus de moyens pour les gens d'adapter, en fait, l'objet à leur situation et c'est le cas pour les jeux vidéo, en leur donnant, bah, un maximum de choix et d'agentivité, en fait. Un maximum de choses, sous leurs mains pour adapter, le produit à ce dont ils ont besoin, en fait. Voilà, Camille, est-ce que tu as des questions pour le moment?
Non, je pense que tout est clair. J'hésiterai pas Ouais? OK. à motiver les gens à poser des questions, mais je pense que pour l'instant, on est bien. OK, super. Bah, je vais continuer du coup avec du coup les tropes. Donc les tropes, c'est un mot anglais en fait au départ. Je sais même pas si en français ça existe, mais bref, en français, on parlera de stéréotypes, et c'est spécifique, aux représentations, en fait. Donc c'est vraiment des représentations, des clichés de représentation qui sont nocifs pour les personnes handicapées. Donc on va en dérouler quelques-unes et à chaque fois, je vais essayer de vous donner un ou plusieurs exemples. Je pense que vous pouvez aussi en trouver par vous-même. N'hésitez pas à les poster dans le chat d'ailleurs si vous voulez. Moi, je les connais pas du tout tous, donc je pourrais absolument pas vérifier ce que vous dites. Mais je suis sûre que vous en trouverez plein parce que c'est très, très très dur de trouver des représentations de handicap qui sont pas, problématiques, en fait. Donc, on va commencer par, le premier trope que moi j'ai identifié et qui est hyper, obvious en fait, hyper évident. C'est que très souvent dans la fiction ou dans les médias, on représente les personnes handicapées comme étant, limitées à leur handicap. C'est-à-dire que les personnages sont complètement interchangeables et tout ce qu'on représente d'eux ou d'elles, c'est, leur handicap. Ça, c'est ce qu'on appelle l'essentialisation, le fait d'essentialiser quelqu'un. Ou non, je sais pas. Mais en tout cas, c'est le fait d'essentialiser, ça je suis sûre. Le nom, je me souviens. Voilà et donc ça, c'est vraiment le fait d'essentialiser. C'est-à-dire qu'un personnage est uniquement une de ses caractéristiques et là, en l'occurrence, son handicap. Donc du coup, bah, c'est des personnages qui souvent n'ont pas vraiment de vie en dehors de l'histoire. Elles n'ont pas vraiment de relations ou de passion ou de projet ou de caractère ou voilà, elles sont très, très interchangeables. Heu, Ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, nous, les personnes, en situation de handicap et bah, on a quand même si, bah, le handicap, bien sûr, ça donne une forme, particulière à notre vie et ben, on a quand même, on a quand même, voilà, une vie entière avec plein de caractéristiques. On a un caractère, on a des amis, on a des et cetera donc voilà, pas besoin de vous faire la démonstration pendant 15 ans que, bah, résumer quelqu'un à son handicap, c'est quand même un peu pourri. Un exemple que je voulais vous montrer, parce qu'il m'avait vraiment frappé, c'était dans, A Silent Voice, qui est un animé et un manga, donc qui représente une jeune fille qui est sourde. Et bah, au donc il y a un binôme de personnages principaux. Il y a un jeune, garçon et une jeune fille et le garçon, en fait, au départ, va, harceler, la jeune fille sourde, et va lui faire passer, des moments horribles, puis il va se lier d'amitié avec elle. Mais au départ, c'est vraiment l'horreur et en fait, du coup, lui, il a une personnalité qui est très, très forte. Il a vraiment, des traits de caractère très, très forts et autant elle, elle est extrêmement passive, extrêmement, limitée, elle subit beaucoup et vraiment même une fois qu'il devient, son amie, je la trouve quand même assez transparente, en fait. Je trouve qu'elle a vraiment, pas beaucoup de matière et ça pourrait être un peu n'importe quel personnage. Heu Ça aurait, ça changerait pas grand-chose à l'histoire, en fait. Donc pour moi, ça, c'est un exemple, de personnage qui s'est fait un peu essentialiser, juste pour représenter, un personnage sourd, quoi, quel qu'il soit. Donc ça, c'est un peu mon premier trope. J'en ai un deuxième, c'est, le personnage handicapé, qui, sert de mise en valeur pour un personnage valide. Donc ça, mais il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Genre c'est limite choquant. Donc voilà, ce qui se passe, dans la fiction ou dans les médias, c'est que très, très souvent, on va utiliser un personnage handicapé pour, mettre en valeur les émotions, d'un personnage, valide. Les émotions ou ses réactions, voilà. En fait, très souvent, avoir un proche, handicapé, c'est considéré comme une souffrance pour le personnage valide et du coup, on va vraiment mettre en valeur cette souffrance ou cette complexité ou voilà, heu, de la personne valide plutôt qu'en fait, bah, écrire un personnage handicapé qui a une vraie histoire et qui sert à autre chose et cetera. Hem donc voilà, c'est très, très, très fréquent qu'en fait, quand tu as un personnage handicapé dans une fiction ou dans un média, bah, le focus, il soit pas du tout sur la personne handicapée, il soit, bah, sur, une personne valide, dans l'entourage proche et en fait, comment ils vont gérer cette situation. Je sais pas si vous êtes tombé dessus, en ce moment, je regarde pas mal, la télé parce que, parce que parce que voilà, parfois on n'a pas trop l'énergie de faire autre chose et je suis tombée sur une, bande annonce d'un téléfilm, je crois, de France 3 sur l'autisme et la bande annonce durait 1 minute et dans la minute, il y avait pas l'enfant autiste qui était représenté du tout. Genre il était pas à l'écran. Il était nulle part. Il ne parlait pas évidemment et donc ça montrait ses parents. Voilà, ses parents qui, c'était vraiment dur pour eux parce que leur enfant, il leur parlait pas et voilà, c'était très dur.
Donc voilà, France 3. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup retrouvé dans les discours des associations de parents, d'autistes. Donc il faut savoir que, l'autisme, c'est un sujet où on met énormément en valeur les parents des enfants autistes. Les adultes autistes sont très, très, très peu, sont très, très, très peu mis en valeur et par contre, les parents d'autistes, sont très, très, très vocaux, vraiment et en donc du coup, je vous ai déjà parlé de Vaincre l'autisme. Son équivalent aux États-Unis s'appelle Autism Speaks et Autism Speaks, c'est une association pareil de parents d'autistes et donc là, c'est une vidéo qu'ils ont postée pour la fête des mères, qui raconte, l'histoire de, donc voilà, madame Autism Mom, qu'on va appeler Karen par facilité. Et donc, voilà, l'histoire de Karen et de comment son fils autiste, ça va être pour elle. Donc il y a des images de son fils, mises en ligne. Je ne sais pas s'il a donné son consentement. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est très, très, très utilisé pour la représentation de certains handicaps et c'est le cas notamment pour l'autisme où, les parents sont extrêmement mis en valeur. Voilà, au point qu'en fait, il y a extrêmement peu de comme je vous l'ai dit, de témoignages de personnes autistes, adultes, par exemple, donc qui pourraient s'exprimer, hem, avec une réflexion et pas juste des enfants qui sont là, mis devant une caméra et bon, bah, qui sont pas encore à l'étape de la réflexion, sur leur vie forcément. Bah, il y a quasiment aucune de ces représentations qui passe dans le média mainstream, en fait. Je sais pas si vous avez déjà vu un adulte autiste parler à la télé, mais en fait, ça arrive très peu. Alors que comme vous le voyez en chair et en os devant vous, je suis capable de parler devant une caméra. Voilà, donc ça, c'est pour les médias et je voulais aussi un peu parler de la fiction, et j'ai trouvé cet exemple, il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai pensé à ça direct. C'est, l'exemple d'Ariana Dumbledore, donc c'est la petite sœur dans le roman, Harry Potter, la petite sœur de Albus Dumbledore qui est handicapée et qui est, enfermée, dans, la maison même dans la cave, je crois, je sais plus trop, de Dumbledore, parce que petite, elle a été attaquée par des moldus, donc des personnes qui n'ont pas de pouvoir magique et depuis, elle est incapable de sortir, elle est traumatisée, elle ne peut pas, je crois qu'elle peut pas trop parler, elle gère pas du tout ses pouvoirs magiques et cetera et donc du coup, la famille Dumbledore, bah, évidemment, hein, ça semble complètement faire sens, a choisi de l'enfermer dans une cave et de ne jamais l'envoyer à l'école de magie au cas où elle risque de se faire des potes et d'apprendre à gérer ses pouvoirs. Heu la manière dont l'histoire est racontée dans le livre, c'est pas du tout, pour raconter l'histoire d'Ariana et quelle était sa personnalité et quelles étaient ses relations et quels étaient ses machins et tout ça. L'histoire, elle est racontée selon le prisme de Harry Potter qui découvre le passé, dark, sombre et secret de Albus Dumbledore et découvre que Albus Dumbledore, le grand frère valide, et bah, il avait quand même des secrets sombres comme une petite sœur handicapée. Voilà. C'est vraiment, grosse coupe. Donc voilà, en gros, le personnage d'Ariana, il sert uniquement à rendre Albus Dumbledore, plus sombre, plus complexe, plus secret et cetera et cetera. Il sert à changer l'image de Harry, que Harry a de lui, puisque Harry, à ce moment-là, a une image de lui, très encore, de figure paternelle, extrêmement respectée, extrêmement sage et cetera et donc là, Ariana est juste là pour, mettre en valeur, une autre façade du personnage de Dumbledore, mais n'est jamais là comme un vrai personnage. D'ailleurs, elle est morte au moment où on raconte l'histoire et dans le film, elle est juste représentée par, donc ce tableau qui ne parle pas d'ailleurs, qui est juste là, qui sourit. Donc grosse représentation, voilà. Donc ça, c'était pour le trope de, mettre en valeur les personnages valides ou les personnes d'ailleurs. Un autre trope que je déteste particulièrement, c'est celui de la leçon de vie. Donc hier, j'ai fait lire ce début d'article à Camille et ça lui a fait comprendre le trope très, très vite, donc on va faire pareil ensemble. Je vois Camille qui se marre, donc ça me fait rire. Donc, c'est un article sur les jeux, qui prend donc en contexte les jeux paralympiques. Donc là, faudrait regarder les articles sur les jeux paralympiques. Je pense qu'il y a beaucoup de pépites aussi. Mais en gros, donc il y a ce paragraphe qui dit donc, «Avez-vous déjà sauté en parachute? Bla 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 bla». Et en fait, donc en gros, vous l'avez pas fait, mais Philippe Croison l'a fait alors que lui, il n'a plus de bras, plus de jambes et pourtant rien ne l'arrête. Donc bon, voilà, ça c'est hyper classique. On va montrer une personne handicapée,
et on va se servir d'elle pour un peu donner une leçon de vie aux personnes valides. On va leur montrer à quel point cette personne, elle est inspirante parce qu'elle a dépassé son handicap. Ça se le met entre guillemets aussi, c'est un terme qui est employé, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois et qui est très problématique. Hem, donc voilà, on va souvent appeler les personnes handicapées on va les qualifier de courageux, qui se dépassent, qui vont au-delà de leurs limites ou qui vont faire des choses en dépit de leur handicap. Donc voilà, toutes ces phrases-là, elles sont faites pour mettre en opposition, le handicap et les accomplissements d'une personne et donc en fait, ça, c'est pas fait pour, valoriser, la personne handicapée. C'est fait pour, la mettre en perspective avec une personne valide, en fait. C'est fait pour faire une comparaison et elle est faite, avec la perspective d'une personne valide qui se regarde, en fait. Qui se regarde et qui dit: «Ah oui, cette personne, elle est pas comme moi. Waouh!» et donc du coup, ça fait une belle histoire, c'est chouette pour les vous voyez, on est dans les médias, on est dans le storytelling. Donc ça passe bien, c'est chouette, ça marche bien, voilà. Dire d'une personne handicapée, «Ah bah oui, bah, elle travaille le matin et puis l'après-midi, elle est obligée de dormir parce que sinon c'est trop dur et du coup, bah, parfois, bah, elle a des crises de douleur le soir, mais de temps en temps, elle arrive à sortir. C'est mon histoire. Et ben, c'est sûr que ça fait vachement moins rêver que genre: «Il n'a plus de bras, plus de jambes et pourtant, est-ce que toi aussi tu as déjà sauté dans un volcan?» Voilà, donc forcément, vous voyez là, on est à fond dans le storytelling quoi. Le handicap, OK, on veut bien le représenter, mais du moment que quand même ça fasse un peu tirer des larmes et que ça fasse raconter dans les chaumières, quoi. Il y a une dérive de ce truc-là, c'est un truc qu'on appelle l'inspiration porn, donc voilà, le porno de l'inspiration, quoi, c'est un truc, c'est vraiment ce truc-là poussé à l'extrême, quoi. C'est vraiment, des personnes valides vont regarder le destin tragique d'une personne handicapée et ils vont beaucoup pleurer parce que ça les inspire tellement et c'est tellement beau et ils se dépassent tellement et alors eux, ils ont si peu et nous, on a tout et oh là là, pff, c'est beau, c'est émouvant et là, bah, du coup, on va épingler ceux-là, là. Donc vous pouvez aller trouver cet article, je vais te filer le lien Antoine dans le oups. Dans là, attends, ça va venir parce que j'aurais pu le faire avant en préparant, mais non, c'est plus rigolo de le faire complètement à la volée. Voilà. Cet article-là, il est assez chouette et il décompose pas mal de dynamiques. Donc il y a un épisode de Queer Eye, donc la série de, relooking, de Netflix, où, les Fab Five pardon, vont rencontrer, une personne handicapée. L'épisode s'appelle, Disabled but not really, donc handicapé mais pas vraiment. Et donc va montrer, la personne handicapée de manière, hyper tire-larme, voilà. On va vraiment, avoir, tous les clichés, de: «Oh là là, tu es si courageux, waouh, tout ce que tu as accompli, mais c'est génial!» et cetera et cetera. Hem Voilà, donc ça, c'est typiquement de l'inspiration porn. Queer Eye adore faire ça avec, tous les gens qu'ils peuvent trouver, c'est leur passion. Donc évidemment, ils l'ont fait sur le handicap. J'aime beaucoup le fait que l'article s'appelle, voilà, en fait, hem, on peut montrer quelque chose et quand même rater sa représentation, en fait. On peut avoir du matériau réel et quand même faire une représentation qui est nocive, en fait. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, même quand on a du matériau de première main comme c'est le cas là. Et tout ça, c'est à nuancer aussi et parfois, les personnes, minorisées et les personnes handicapées, elles sont pas toujours conscientes, de, ce qu'on va faire de leurs images ou de à quel point, ce qu'elles choisissent pour se nommer, ça peut, faire débat auprès d'autres communautés. Donc ça, c'est des problèmes, qui existent, partout dans tous les milieux militants et là, par exemple, le Disabled but not really, c'est le nom de la compagnie que la personne, handicapée a créée, donc c'est assez ironique. Mais voilà, je voulais quand même mettre cet exemple, avec les nuances qu'on peut y apporter parce que je trouve que, Queer Eye fait déjà beaucoup dans l'inspiration porn et là, avec sa représentation du handicap, il y va très fort. Fort, fort, il y va. Alors un autre exemple, enfin là, je vous ai mis, une petite palanquée d'exemples avec de l'inspiration porn, donc je vous ai mis,
un article de Ouest France sur l'endométriose. Donc évidemment, l'endométriose vue sous le prisme de la maternité, parce que pareil, dans le genre tire-larme, la maternité, le fait de vouloir être maman, bon, bah, c'est beau, quoi. C'est émouvant, quoi. Donc du coup, bah, là, on va faire des belles histoires. Donc bon, bah, voilà, on va pas dire: «Ah, oh là là, l'endométriose, Maria, a du mal à faire caca tous les jours et en plus elle a mal au ventre» et je vois Camille rigoler, donc je vis pour ça. Et en plus, ça fait chier parce qu'elle voulait fonder une famille. Non, non, on va dire l'endométriose brise le rêve de Maria. Voilà, donc c'est vraiment, c'est trop triste, quoi. Je vous ai aussi mis l'association Make a Wish. Ça, c'est, des choses qu'on retrouve beaucoup, beaucoup, dans, heu, dans les associations. Souvent, les associations qui vont s'adresser aux enfants malades ou aux enfants handicapés vont, donc là, par exemple, l'association Make a Wish aux États-Unis, elle cherche à exaucer les vœux d'enfants, qui sont malades. Heu, c'est très gentil, c'est très bien, enfin, genre, bien sûr qu'on a envie d'exaucer les vœux des enfants malades parce qu'ils souffrent et que, bah, oui, oui, évidemment, mais bah, c'est un peu comme le téléthon, en fait. C'est, le côté, «Ah OK, mais enfin, vous êtes en train de me raconter une belle histoire, mais une fois que vous avez réalisé le vœu de Timmy, 15 ans, de rencontrer Marc-Camille, bah, il va continuer à vivre sa vie où genre, il peut pas aller, chercher une baguette de pain parce que, il y a pas de marche pour entrer dans la boulangerie et en plus son fauteuil, il coûte une blinde et il a pas envie de l'abîmer et voilà, enfin, genre, en fait, heu souvent ce genre d'histoire, enfin ce genre d'association focus vachement sur les histoires, enfin focus vachement sur le regard des personnes valides et comment ils vont se sentir émus en fait avec ce genre d'histoire. Et je dis pas que c'est mal et qu'il faut pas, évidemment, voilà, exaucer les vœux d'enfants, malades, mais voilà, ça pose quand même la question de ce qu'on choisit de représenter et ce qu'on choisit de prioriser, c'est toujours pareil, quoi. Je vous ai mis une photo de mariage avec une personne handicapée, donc ça, les Américains, les réseaux sociaux, franchement, j'ai eu à faire, 2 pages du Reddit, qui s'appelle «Ah», là, vous savez, genre «Oh» et ben, j'ai eu 2 pages de Reddit à faire pour trouver une image comme ça, quoi. C'est vraiment des trucs, voilà, les gens quand ils voient des images de personnes handicapées, c'est du gros inspiration porn pour eux, quoi. Ça leur fait vraiment, et je dis les Américains, mais je pense que c'est un peu pareil partout, mais c'est vraiment genre: «Oh là là». Oh là là, regardez, elle arrive quand même à se marier. Oh là là, c'est beau et tout cet homme, il va dévouer sa vie pour elle parce qu'évidemment, elle pourra pas se débrouiller toute seule. Voilà, donc on va parler après des personnes handicapées comme une charge pour leurs comparses valides. Voilà et puis le téléthon, bah, je vous en ai déjà parlé, mais on est complètement dans l'inspiration porn. On va montrer des enfants déjà, donc matériaux adorés par la télévision parce que c'est très tire-larme et que c'est très mignon et qu'ils sont un peu voilà, ils sont un peu naïfs et tout ça et donc là, c'est le moment où vous allez avoir tout un tas de célébrités qui vont parader à côté d'enfants malades, heu, pour, heu voilà, faire des dons sans doute mais c'est quand même une démarche, qui est problématique et j'essaye de vous retrouver en ce moment même, tout en meublant la conversation de manière pas du tout efficace, les ressources du clé autour du téléthon. Pendant ce temps-là, moi, je peux peut-être meubler avec juste une Vas-y. remarque très pertinente de Maflebel qui nous dit que cette personne qui vient de se marier, ne pourra pas, vivre sa best life parce qu'elle vient de perdre toute la thune de son AAH avec ce Oui, mariage. alors voilà, il y a un truc, j'ai vu un tweet, excellent là-dessus, donc il y a un débat que je vais même pas ouvrir aujourd'hui parce que j'ai absolument pas le courage, mais que toutes les personnes qui parlent de handicap adorent, adresser, c'est, l'assistance sexuelle. Donc l'assistance sexuelle, c'est un sujet, que, notre, ministre chargée au handicap, Sophie Cluzel adore, mentionner. Donc c'est le fait de fournir, des personnes pour, avoir une pratique sexuelle avec des personnes handicapées puisque, bah, sinon elle trouverait personne. Oh là là, vraiment, c'est terrible. Plutôt que normaliser le couple handicapé et genre bon voilà et le plaisir sexuel autrement que voilà, bon bref, tout un tas de sujets comme ça. Et il y a une personne, dans ce tweet qui lui avait répondu: «Mais, en fait, vous nous interdisez d'être en couple puisque, on peut pas toucher la hache si on est en couple, mais on parle d'assistance sexuelle, donc on est où?» Donc bon, voilà, c'était un petit une petite entre parenthèses. On peut peut-être préciser pour le chat, ce qu'est l'AAH? Oui, tout à fait. Alors l'AAH, c'est, l'allocation, je sais plus exactement le terme, Aux adultes l'allocation handicapés? ouais, Non, c'est c'est ça, pas aux ça? adultes handicapés, tu as tout à fait raison et donc c'est une allocation qui aujourd'hui, enfin qui est très basse déjà, que vous pouvez toucher quand vous êtes handicapé que si vous avez pas
très, très peu de revenus, et en plus qui peut pas se cumuler avec d'autres, allocations. Voilà, notamment je crois que vous pouvez pas toucher le RSA plus ça, enfin il y a tout un tas de choses qui se cumulent pas et qui font qu'en fait vous êtes vraiment, condamné à être ultra, ultra pauvre si vous êtes, adulte handicapé et que vous touchez ça. Et truc génial, c'est que si vous êtes en couple, vous perdez cette allocation, en fait, parce qu'on considère que, on calcule, les revenus que vous avez, comme trop hauts puisqu'on calcule avec ceux de votre conjoint. Heu, donc du coup, vous pouvez plus toucher l'AAH, en gros. Et donc vous êtes complètement dépendant des revenus de votre conjoint et c'est ce qui fait que, bah, il y a beaucoup enfin, c'est une des raisons qui fait qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui sont en couple qui subissent, des violences. Parce qu'elles sont dans une situation de dépendance totale et que du coup, elles ne peuvent pas partir quand elles subissent des choses qui sont graves. Voilà et il y a eu, l'année dernière beaucoup de pétitions, beaucoup d'allers-retours pour, déconjugaliser l'AAH, c'est-à-dire faire en sorte que le calcul de l'AAH soit, séparé des revenus du conjoint et ça a été, le vote allait passer et il a été repoussé par, notre amie, Cluzel, que j'adore, je vous l'avez compris maintenant. C'est ironique, je n'aime pas cette personne. Heu, voilà, donc le vote a été repoussé pour qu'il y ait plus de députés, La République en marche, à la date, du vote effectif et du coup la déconjugalisation n'est pas passée. Donc si vous habitez en France et que vous avez un conjoint qui gagne sa vie normalement et que vous êtes handicapé, vous ne pourrez pas toucher l'AAH a priori. Voilà. Merci, merci Clémentine, sache que le chat s'indigne. Voilà. Oui, c'est tout à fait c'est terrible, c'est catastrophique et on était tous très, très en colère quand ça est arrivé. Voilà, ça c'était pour, l'inspiration porn, donc j'espère que c'est assez clair aujourd'hui. Si vous voyez un truc qui cherche à vous faire pleurer et il y a des personnes handicapées dedans, ça a pas été fait pour une personne handicapée ou pour faire de la représentation, correcte. Ça a été fait pour qu'un valide fasse: «Oh!» voilà, donc c'est pas bien. Prochain trope que je voulais aborder, je vais boire un peu d'abord parce que je meurs. Glou glou. Glou glou. Je meuble avec toi Clémentine. Merci, c'est gentil. Donc prochain trope que je voulais aborder, c'était, le fait que les personnages handicapés sont, souvent vus comme une charge pour la société. Moi, c'est ce qu'en anglais, j'appelle, the burden fantasy, donc le fait voilà, l'idée, grotesque que, les personnes handicapées sont uniquement un fardeau. Ce qui est génial dans la fiction et dans les médias, c'est que très souvent, cette idée-là, elle est portée par des personnages handicapés. Parce que, bon, bah, sinon oui, ça se voit quand les valides, ils disent à une personne handicapée: «Dis donc, tu nous saoules, travaille, contribue un peu plus quand même». Bon, ça se verrait un peu trop. Alors que si c'est la personne handicapée qui se sent tellement coupable et alors vraiment elle veut tout faire comme les autres pour surtout pas être une charge, bon, bah, là, ça passe, ça vient de lui donc he's OK, quoi. Donc voilà, on va avoir souvent des scènes pleines de culpabilité, voilà, avec des personnes handicapées qui se sentent si mal, pour, les gens autour d'elles qui sont valides et tout ça. Vraiment, ça va être horrible. Hem, je vais vous le dire après. Donc je vous ai mis 2 exemples dans la fiction. Donc on a, si vous avez vu Downton Abbey, vous allez me faire: «Ah bah oui!» quand je vais vous dire John Bates. Donc John Bates, c'est, un personnage de domestique dans Downton Abbey, qui a eu une blessure de guerre et qui donc, boite et a besoin d'une assistance pour marcher, qui est donc une canne. Et donc non seulement il y a pas mal de domestiques quand il arrive dans la maison qui disent: «Oh là là, mais c'est qui ce gars? Il va ça va nous faire plus de travail, nanani». Voilà, bon, bah, ça c'est une chose, c'est pas terrible déjà. Mais alors le pire, c'est que le personnage lui-même passe son temps à se dénigrer ou à vouloir faire exactement le même travail que tous les autres, même des trucs qu'il peut pas faire. Donc on le voit, tomber, on le voit, voilà, avoir des difficultés à porter des valises, on le voit avoir très mal et rien dire. Et vraiment on le voit il y a beaucoup de scènes où on le voit dire qu'il est, inutile, incapable ou dire aux gens autour de lui, «Non, mais tu iras plus vite sans moi» ou des choses comme ça donc très, très, culpabilité et drama quoi, et donc ça c'est vraiment pour moi, c'est vraiment le personnage qui est la personnification de la burden fantasy quoi, qui est vraiment, qui est vraiment typique de ce truc de: «Non, les autres, je ne dois pas être une charge pour eux, c'est trop dur, nanani nanana». Je vous ai mis un autre John à côté, c'est John Locke de Lost. Donc John Locke, pour ceux qui se rappellent, je vais spoiler un peu Lost, mais je considère qu'il y a prescription.
Hem, donc c'est un personnage qui était en fauteuil roulant avant d'arriver sur l'île. Donc bon, Lost, voilà, vous vous souvenez, il y a des gens dans un avion, il y a un crash, ils se retrouvent sur une île, il se passe des choses paranormales, bon voilà. Heu John Locke, il était en fauteuil roulant dans l'avion et puis en fait, il se réveille sur l'île et il est redevenu, valide. Il peut marcher sur ses 2 jambes, il peut courir, il a de la force et cetera et en fait, le personnage vit dans la panique, mais vraiment la peur panique de redevenir handicapé, de ne plus être valide, en fait. Parce qu'il y a plusieurs moments où en fait, bah, l'île lui retire le don qu'elle lui a fait, d'être valide à nouveau et du coup, c'est une peur qu'il a, on le voit dans beaucoup de scènes, dans beaucoup de scènes de la construction de son personnage, en fait, que c'est quelque chose qui est vraiment, très difficile pour lui. Au point que toute sa backstory, il y a une phrase qui est beaucoup, beaucoup répétée, c'est: «Don't tell me what I can't do», donc ne me dites pas ce que je ne peux pas faire et on sent qu'il y a une peur, de valide, de ne pas être handicapé chez John Locke, quoi. Donc je trouve que ça rentre pas mal dans ce cliché-là. Je vais parler ensuite d'un truc où je vous mets un content warning. Je vais mentionner du suicide et de l'euthanasie. C'est des sujets qui sont pas, faciles, notamment s'il y a des personnes handicapées qui regardent cette presse, je pense que vous en voyez assez, pour, ne pas vous subir ça. Ça va aller assez vite et il y aura une petite pastille de ce violet-là sur toutes les slides qui en parlera. Donc si vous voulez me muter, jusqu'à, ce qu'il y ait plus de pastilles, voilà, vous allez échapper au content warning. Donc n'hésitez pas à, me muter à partir de maintenant. Voilà. Donc, on va ensuite parler des personnages handicapés et de suicide. Donc pour moi, c'est une dérive à nouveau du cliché de la burden fantasy, en fait, du cliché du fardeau. Parce que très souvent, en fait, on va avoir des personnages handicapés qui se sentent tellement un fardeau, qui se sentent tellement pas pouvoir vivre avec ce handicap, qu'elles préfèrent en mourir, en fait, qu'elles préfèrent mourir que de vivre comme ça. C'est un truc qui est hyper perpétué par notre société au point qu'il y a vraiment il y a beaucoup d'histoires de parents qui euthanasient leurs enfants handicapés. Il y en a beaucoup et c'est des histoires qui, auprès de la justice, ne passent pas toujours pour des crimes, en fait, parce qu'on considère que c'est, humain, whatever. Donc si vous regardez un tout petit peu de discours des personnes militantes, antivalidistes sur ce genre d'affaires, vous allez voir que, nous, en tant que personnes antivalidistes, on considère que euthanasier une personne, handicapée sans son consentement, bah, c'est un meurtre, en fait, voilà. Quel que soit l'âge de la personne et quel que soit, son degré de d'autonomie. Donc, c'est quelque chose qu'on voit très, très souvent dans la fiction aussi, c'est, le fait d'avoir donc des personnages, qu'on euthanasie ou qui choisissent de mourir. Hem, donc je vous donne quelques exemples. Vous avez le film Million Dollar Baby. Donc Million Dollar Baby, c'est un film où, la jeune femme qui est devant là, qui est boxeuse, a une blessure durant un combat et qui du coup, devient paralysée des bras et des jambes, il me semble et qui du coup, demande à son entraîneur de l'euthanasier parce qu'elle ne pourrait pas vivre, sans ses bras et ses jambes. Pour elle, c'est inenvisageable. Ce truc de, «Je ne pourrais pas vivre sans», c'est vraiment un truc validiste, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, nous les personnes, anti-validistes, on considère que, bah, certes, notre société validiste rend une vie avec un handicap très compliquée parfois, mais que, cette espèce de truc de, «Je préfère mourir que», c'est vraiment des formulations, très, très validistes qui entretiennent cette idée qu'une vie handicapée n'est pas une vie qui mérite d'être vécue, en fait. Ce qui est faux et ce qui est extrêmement destructeur. Il y a le même, enfin, il y a un exemple un peu similaire avec Bienvenue à Gattaca. Donc Bienvenue à Gattaca, vous avez à nouveau un suicide, du personnage, en fauteuil roulant et je vous ai aussi mis le livre, Des souris et des hommes en français. Donc c'est un livre de John Steinbeck, c'est de la littérature américaine et c'est un livre où vous avez, un personnage, qui a un handicap, mental qui s'appelle Lenny, qui, agresse une femme et donc il a un meilleur ami qui s'appelle George, il me semble, George, choisit de, tuer son poteau, tuer son pote Lenny parce que, il décide pour lui que ce serait mieux que de le voir, se faire, soit interner, soit, lyncher par la foule. Bon, on peut se dire que dans tous les cas, Lenny, serait mort, mais c'est pas vraiment dit comme ça dans le livre donc là, on est vraiment sur une représentation, très violente, très difficile, et très traumatique, heu, du handicap. Et je pense qu'il y a un exemple normalement, si vous suivez et que vous avez un peu joué à des jeux vidéo, vous devez penser à un dernier exemple qui vient du jeu vidéo.
et sinon, bah, c'est pas grave, je vais vous le dire. Donc c'est Life is Strange. Donc voilà, Camille, tu me diras si les gens sont surpris ou s'ils font: «Ah bah oui, voilà, en tout cas, donc dans Life is Strange, il y a, une espèce d'arc, narratif où, Max joue un petit peu trop avec son pouvoir et finit par aller, modifier des choses très loin dans le temps, au point qu'en fait elle rend, bah, sa meilleure pote Chloé, handicapée. Donc elle, doit utiliser un fauteuil, je crois qu'elle a d'autres problèmes, il y a pas que de la mobilité, je crois qu'elle a d'autres soucis de santé et ça fait que, bah, du coup Chloé, elle est en pleine burden fantasy, hein, ses parents, c'est affreux, ils ont trop de factures médicales donc vraiment, c'est terrible, ce qu'elle leur fait vivre et tout ça et c'est vraiment affreux et donc du coup, elle demande à sa pote Max, normal, voilà, au détour d'une conversation de, bah, de l'euthanasier, en fait, tout simplement. Donc vous avez en tant que joueur, vous avez entre les mains le destin de Chloé. Max, en tant que personnage valide, a entre les mains la vie de sa comparse, handicapée. Donc vous avez le choix de refuser ou pas, mais ça reste une scène, qui est extrêmement problématique parce que du coup, bah, vous mettez, le joueur dans cette position où il a le droit de choisir, si, oui ou non il va euthanasier une personne handicapée. Donc je vous rappelle ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est quand même très grave. Et en plus, vous avez une représentation du personnage de Chloé comme un personnage handicapé qui ne peut pas vivre, cette vie, qui est vraiment, voilà, qui a ce fameux truc de, cloué dans un fauteuil, expression qu'on retrouve beaucoup dans les médias mainstream et dans les représentations, de personnes utilisant des fauteuils roulants, hem, par des valides. Il faut savoir que la plupart des personnes, anti-validistes, qui vont vous parler d'un fauteuil, ils vont vous dire que, c'est un outil d'émancipation, au contraire, c'est un outil qui va leur permettre de bouger beaucoup plus facilement, que sans. Donc voilà, l'expression «clouer dans un fauteuil», si vous la trouvez, c'est que vraiment vous êtes arrivé sur un truc, très validiste. Voilà, c'est un bon signe pour vous. J'avais trouvé un super artwork, mais je pense pas que je pourrais le retrouver comme ça, sur Twitter et c'était un dessin d'une personne, handicapée qui avait écrit enfin qui avait dessiné son fauteuil et qui avait, mis la légende, «This is what freedom looks like» et je trouvais ça, tellement, tellement inattendu par rapport à nos représentations que ça faisait du bien de voir ce point de vue-là. Voilà pour le suicide. Les personnes, on va reparler de trucs pas cool, bientôt donc je vais remettre un trigger warning juste après. Donc ensuite le trope suivant, c'est les personnages de bons handicapés. Donc les personnages de bons handicapés, globalement, c'est que, bah, on est dans un système capitaliste, hein, vous devez à peu près le savoir et donc dans un système capitaliste, tout le monde, on attend de tout le monde qu'il participe bah, à l'enrichissement, à la production du capital et cetera et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de, bons personnages, handicapés qui existent, dans nos représentations et je vais vous montrer pourquoi, bah, c'est des circonstances assez spéciales souvent. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire l'autre là? Oui, globalement, voilà, même quand vous êtes handicapé, vous avez cette injonction à produire des choses, à participer au système capitaliste et très souvent, même si vous devez souffrir, vous devez participer à ce travail. Ça, c'est vrai dans les représentations et c'est vrai dans le système, tel qu'il est, hein. Je vous ai dit, en gros, soit vous êtes pauvre, soit vous devez travailler, parce que vous touchez pas la hache, mais vous travaillez souvent dans des conditions qui ne sont pas aménagées, donc qui ne sont pas terribles pour vous. Et c'est pareil, dans la fiction, vous avez, voilà, John Bates qui continue à être domestique alors qu'il ne devrait pas apporter des valises, par exemple. Nouveau content warning, là, on va parler d'euthanasie et d'eugénisme. Donc si vous faites partie de ces personnes pour qui ces sujets sont sensibles, vraiment n'hésitez pas à me muter jusqu'à ce que la petite pastille violette s'enlève parce que, ça va parler de trucs pas cool. Je commence mes sujets pas cool. Donc, on va parler un peu de représentation d'autisme parce que, les représentations d'autisme, elles sont vraiment ancrées dans un capitalisme extrêmement, malsain et gênant et du coup, on va parler un peu de ce qu'on appelle l'autisme, Asperger ou l'autisme à haut potentiel. Donc c'est des étiquettes qui aujourd'hui, ne sont plus utilisées par les médecins, mais qui sont encore vachement ancrées dans nos représentations. Ce qu'on appelle un autiste Asperger ou un autiste haut potentiel, ça va être, souvent, c'est ce qui était à l'origine en fait les personnes autistes qui avaient un haut QI et qui avaient le langage. Et aujourd'hui, on le retrouve vachement, vous savez, c'est les représentations un peu à la Rain Man, en fait. Donc on retrouve beaucoup ces espèces d'autistes fascinants, un peu génie de la science, un peu positifs. On en retrouve beaucoup
Dans les médias, donc là, je vous ai mis Sheldon dans Big Bang Theory, il y a, Symmetra dans Overwatch, mais oui, pour moi, c'est vraiment tous des répétitions de Rain Man, en fait. Enfin, vraiment, faut le voir comme ça. Hem et en fait, j'ai mis un petit trigger warning parce qu'en fait, l'étiquette Asperger, elle différencie ces «autistes-là» entre guillemets, de l'étiquette autiste générale parce qu'en fait, le gars qui a créé cette étiquette, donc le docteur Asperger, qui était psychiatre, il travaillait avec le Troisième Reich, hem et en fait, il séparait cette étiquette-là, elle a servi à séparer, bah, les personnes handicapées, qui étaient donc déportées, des personnes qui pouvaient servir au Troisième Reich et qui étaient donc complètement dans une politique d'eugénisme et de capitalisme et j'ai encore un article là-dessus et je vous mets un trigger warning absolu parce que c'est vraiment, ça parle de nazisme quoi, donc c'est glauque as fuck, mais je pense que si ça vous intéresse, vous pouvez aller creuser. Je cherche ma page. Je cherche, je cherche, j'ai trouvé. Et il faut juste attends, le mets pas comme ça le lien. Hop, je crois que c'est ça ou alors il y a un tiret là. Voilà, c'est l'un des 2. Teste le lien, avant et le mets pas sur le stream s'il te plaît Antoine, parce que mets-le juste dans le chat. Voilà. Voilà, donc tout ça pour vous dire que là, ces autistes-là qui donc il y a une étiquette, il y a un diagnostic qui a été posé depuis très longtemps. C'est pour vous dire que historiquement cette différence, elle a été très, très longtemps là, en fait et que maint elle est encore là aujourd'hui, en fait. C'est pas des choses qui ont disparu. C'est une manière de concevoir le handicap qu'on a toujours. Et cette fois, c'est l'autisme, mais ça a été plusieurs facettes du handicap. Donc voilà, si vous pouvez contribuer, heu, bah, vous serez représenté positivement l'autisme va générer cette fascination-là particulière. Voilà des exemples de personnes qui peuvent être autistes, qui sont non pas autistes, qui peuvent être handicapées mais représentées positivement parce qu'en fait c'est des personnages qui ont des super pouvoirs. Donc du coup, bah, ça va, celles-là ça passe. Voilà donc vous avez, le professeur Xavier dans X-Men qui, utilise un fauteuil roulant mais qui est, télépathe et télékinésiste, je crois. Du coup, c'est une représentation positive. Hem et vous avez, Bojji dans l'animé Ranking of Kings que je suis en train de regarder. J'aime beaucoup le personnage de Bojji, mais je doute qu'on aurait fait un animé sur lui s'il ne venait pas super, super, super puissant, très vite dans la série. Alors qu'au départ, il est très faible et en plus, il est sourd. Voilà, donc moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais je pense, que ça fait partie des bons handicapés dans le sens où, bah, en fait, c'est compensé par voilà, cette super puissance, quoi et il y a une autre, façon d'être représentati il y a une autre façon d'être représenté positivement quand vous êtes un personnage handicapé, c'est que vous pouvez être riche aussi. Voilà, si vous êtes riche, ça va. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus. Pardon. Voilà. Ensuite, je voulais juste parler brièvement, on arrive au bout du créneau de toute façon. Donc je voulais juste parler brièvement, des représentations de solutions au handicap. Donc vous vous souvenez ce qu'on s'est dit au tout début de ce talk, c'est que notre société, elle a une perspective médicale sur le handicap. Donc souvent, on va juger que, bah, le handicap, c'est un problème de santé ou un accident. Enfin voilà, souvent c'est un truc de santé qui doit être du coup, bah, compensé par la personne qui l'a parce que bon, bah, c'est pas le problème de la société en fait, c'est le problème d'une personne. Hem, voilà. Du coup, très souvent, voilà, la charge d'adaptation, elle va reposer sur une personne et pas sur une structure. Donc ça marche avec, les aménagements de l'espace, par exemple, mais c'est aussi vrai au travail. Je vous raconte pas le nombre de personnes qui m'ont dit quand, je disais: «Je suis autiste» et une réunion ça fait trop, qui me disaient: «Ah bah, tu qu'à pas venir, c'est pas grave». J'étais là genre: «Bah oui, mais je veux quand même savoir le enfin, j'aimerais bien qu'on prenne pas de décision sans moi quand même». «Ah non, mais c'est pas grave, tu rattraperas». «Ah oui, d'accord». Voilà, donc ce genre de choses, voilà, c'est pour vous montrer à quel point c'est vraiment à tous les niveaux de l'échelle. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, aujourd'hui, c'est très fréquent de voir des, solutions côté utilisateur, en fait, souvent très chères, très high-tech, qui vont être très, très valorisées. Par exemple, on parlera de l'Xbox controller après, mais prenez la première image. Donc c'est une image, vous savez à peu près, j'ai l'impression que genre tous les 2 mois, il y a quelqu'un qui invente un fauteuil roulant fantastique qui permet de monter les escaliers. Donc ça, c'en est un et donc là, vous aviez la photo d'une personne qui utilise l'un de ces fauteuils extrêmement, extrêmement coûteux, genre vraiment, enfin c'est vraiment très, très cher. Surtout, je vous rappelle, pour une personne qui a priori a moins accès à un travail avec un revenu, plein.
Heu et donc là, vous voyez l'image de cette personne qui monte les escaliers du métro parisien dans son super fauteuil, très cher. Moi, quand je vois cette photo, je me demande pourquoi il y a pas d'ascenseur à toutes les stations de métro parisien, en fait. Parce que, quand on part d'un modèle sociétal du handicap, on sait que c'est à notre société, aux entreprises, aux infrastructures, aux collectivités, de d'adapter pour que tout le monde puisse avoir accès à ces lieux et donc du coup, plutôt qu'avoir le prix d'un fauteuil, sur une personne très, très cher, sur une personne handicapée, il faudrait, plutôt, aménager le métro pour que tout le monde puisse l'utiliser, en fait. Le Xbox controller et je dirais en fait, i le Xbox controller, c'est une représentation, c'est un exemple de beaucoup de middleware qui existent pour, permettre aux personnes handicapées de, bah, de pouvoir jouer aux jeux vidéo. Donc un middleware, c'est quelque chose qu'on a entre soi et le hardware, du coup. Hem et donc souvent, c'est des installations qui sont très chères et très difficiles à adapter, qui demandent, pas mal de compétences aussi. Le Xbox controller l'est moins que les autres. Donc c'est un c'est une super avancée en vrai, c'est très bien. Heu tout le monde, il y a des gens qui pourraient pas s'en passer, par exemple. Mais ça n'empêche pas les jeux vidéo de faire la pratique de développement, de se rendre plus accessible, en fait. Par exemple, en optant pour des features, en proposant des features, d'accessibilité qui permettent d'avoir moins de fatigue à l'usage ou du rebinding de touches, beaucoup plus, souple et beaucoup plus systématique. Ce genre de choses, ça pourrait potentiellement permettre à des gens, de ne pas utiliser, enfin de ne pas avoir à investir en fait dans des middleware ou à avoir, ce gap, enfin non, c'est pas un gap, mais cette barrière d'accès en fait, soit par les connaissances, soit par le prix aux jeux vidéo, par exemple. Donc on pourra le rendre plus accessible. Après, voilà, Xbox a fait un super pas en avant, avec cet objet et je le trouve très bien. C'est juste histoire d'amorcer, vous voyez, des discussions, des sujets sur d'autres domaines et donc sur notre domaine qui est le jeu vidéo quand même. Et je voulais vous montrer une dernière slide, donc là c'est sur les, représentations de solutions de handicap, dans le jeu vidéo et donc ça me fait ça c'est un truc, je voulais en parler parce que j'en ai parlé avec un collègue, quand on parlait de handicap, dans un jeu et il m'a dit: «Ah bah, c'est pas grave parce qu'on est dans le futur et du coup, bah, on n'a qu'à dire que, bah, les personnes handicapées, elles ont genre un genre d'exosquelette un peu qui les tient debout et du coup, ils ont pas besoin d'utiliser de fauteuil». Et j'étais là genre: «Bah, oui, mais en fait, ça reprend un peu la même logique que notre fauteuil qui monte les escaliers finalement. On n'est pas très loin». On imagine que, bah, la personne handicapée, elle a dû acheter bon là, je vous ai mis une armure, assistée de Fallout, mais pour vous donner une idée de représentation. Elle a dû acheter cette armure potentiellement super chère, pour avoir accès aux trucs, que les gens valides ont le droit d'avoir accès, sans et du coup, il y a un coût en plus. Enfin, c'est un peu injuste. Moi, c'est pas vraiment du futur dont j'ai envie, en fait. Donc quand on représente le futur et qu'on représente les personnes handicapées, bah, j'aimerais bien qu'on réfléchisse un peu à autre chose, quoi. Et du coup, bah, je vous ai mis une autre solution que je trouve hyper cool dans un jeu, c'est dans Holiday Simulator, donc c'est un jeu de VR et en fait, quasiment tous les objets de gameplay sont sur, une table et vous pouvez monter ou descendre la table selon votre hauteur. Donc ça marche si, bah, vous utilisez un fauteuil roulant ou même si vous êtes un enfant ou si vous êtes petit ou si vous êtes grand pour pas avoir mal au dos ou si vous êtes fatigué comme moi et que vous devez jouer assis en VR et cetera et cetera. Et bah, ça, c'est vachement plus la vision du futur que je voudrais dans mes jeux vidéo, en fait. Genre, des objets qui s'adaptent en taille selon l'utilisateur. Ça me paraîtrait, vachement plus sensé. Donc, vous voyez un peu le twist logique que c'est, en fait. Il faut, arrêter de sortir de représentations où c'est l'utilisateur, heu, handicapé, l'utilisateur avec des besoins différents qui doit à chaque fois se suradapter, heu et c'est à notre société de faire des efforts pour qu'en fait, nos produits, ils soient adaptés à plus de publics différents dans toute leur diversité. Parce qu'ils sont handicapés ou parce que, bah, ils sont, j'en sais rien, parce qu'ils se sont cassés une jambe, qu'ils sont fatigués, que c'est des enfants, que c'est des vieilles personnes, et cetera, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à à se mettre en tête et je trouve que déjà quand on a cette logique en tête, il y a beaucoup de choses qui paraissent, moins naturelles dans les représentations du handicap qu'on a aujourd'hui, en tout cas. Voilà un peu pour ce tour d'horizon. J'ai fini, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vais laisser Camille me lire le chat. Tout à fait.
Bah, déjà merci Clémentine, hein, quand même Merci. et je tiens à préciser à tout le monde que, voilà, Clémentine étant une personne handicapée, faire ce talk, c'est très fatigant pour elle et donc elle va sûrement faire un gros dodo pendant Ouais, après plusieurs j'irai jours. dormir, mais c'est cool, je suis contente de le faire. Franchement, je suis hyper contente de le faire, et donc voilà, bah, après j'irai dormir, ouais. Très bien. Du coup, on a une question, on n'en a pas beaucoup, hein, globalement, les gens ont plutôt réagi en disant: «Oh! Ah! Quelle horreur!» Beaucoup d'émojis beaucoup d'émojis qui met la tête dans ses mains Ah aussi. ouais, genre ouais, ouais, moi Voilà, aussi, donc ouais, j'ai beaucoup fait ça, ouais, je ouais. pense que beaucoup de personnes atterrées dans le chat, là, tout de suite. C'est bien, mais vous allez Heu, réfléchir après, ça va redescendre, mais il faut un peu de temps. Ouais, je comprends. on a quand même une question là comme ça ou des beautés, il y a Massaliro dans le chat qui demande si là, tu aurais en tête des références de fiction, livres, séries ou jeux qui ont des représentations du handicap qui te semblent justes ou en tout cas, plus justes que ce qu'on a l'habitude de voir, en général? Oui, alors, moi j'aime beaucoup, le personnage j'arrive pas à retenir le nom. Le meilleur ami de Malcolm dans Malcolm in the Middle. Je le trouve, heu, très bien. Est-ce que tu te rappelles? Mais non, tu as pas vu Moi, je Malcolm, l'ai pas vu toi? Malcolm, c'est un sujet de discorde entre nous, Clémentine. Comment C'est tu as qui dit? Antoine? Stevie! Voilà, Stevie, c'est mon héros. Genre, il est incroyable. Genre, heu, il fait des conneries comme un gamin, il désobéit à ses parents, il est très, très, très materné, très mère poulet, mais finalement il devient de plus en plus, autonome. Voilà, moi, c'est une représentation, de personnages handicapés, déclarés comme handicapés, parce que moi, les représentations de personnages que j'identifie comme handicapés, que je préfère, c'est souvent, les personnages que j'identifie comme autistes, mais qui n'ont pas l'étiquette. Mais sinon, oui, j'aime beaucoup Stevie dans Malcolm. Je le trouve très très humain et pas du tout essentialisé pour le coup. Genre, il a plein de quirks, il a plein de personnalités, qui sont pas liées à son handicap. Hem, voilà, après, toujours dans Malcolm, je considère que Hal est une représentation de personnes autistes, qui s'ignorent, mais bon, voilà, ça, on ne le saura pas, mais voilà, il y a quand même un épisode où il va colorier, toutes les lettres, en boucle d'un dictionnaire, pour se détendre. Voilà, non, je pose pas juste le diagnostic avec ça, mais ça m'a voilà. Voilà, sinon dans les personnages, je trouve qui sont, assumés, je trouve que, ouais, c'est compliqué parce que, c'est rare qu'ils échappent à tous les tropes et en plus, il y a un truc qui est problématique, c'est que souvent, en fait, il y en a qu'un. C'est-à-dire que vous allez avoir un personnage handicapé dans toute l'œuvre et ce sera le seul et du coup, même s'il y a des choses qui vont bien, bah, comme c'est le seul et qui porte le poids entier de la représentation sur ses épaules, bah, c'est très dur parce qu'il sera jamais juste de toute la diversité et tout ça et je vous l'ai dit, il y a des tropes sur lesquelles, bah, parfois on reste, on parce qu'on a envie d'avoir un propos dessus, parce qu'on a envie de dire quelque chose et cetera. Hem Ce serait, pas si gênant s'il y avait plusieurs personnages, en fait, avec d'autres qui s'échappent, qui s'éloignent de ce trope et cetera, en fait. Hem il y a eu exactement ce talk sur, par exemple, le personnage, principal de Tell Me Why qui est trans. Bah, en fait, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? Mais c'est très difficile à dire, en fait, parce que c'est le seul dans tout l'univers, en fait. Donc on a trop d'attentes pour lui parce que c'est le seul personnage trans de l'univers du jeu et c'est un des seuls personnages, assumés, trans avec une vraie histoire dans un jeu vidéo. Donc voilà, pour les personnages handicapés, je trouve que la question se pose aussi parce qu'il y a assez peu de représentation avec de la densité et en plus de ça, souvent ils sont tout seuls dans leur œuvre et du coup, bah, ça manque de profondeur, ça manque de diversité donc c'est une question qui est très bonne et qui est très compliquée parce que souvent une représentation ça suffit pas, il faut en faire de plus en plus et au bout d'un moment, bah, ce sera beaucoup plus facile. Merci Clémentine. On approche, enfin on a un peu dépassé d'ailleurs, donc je vais essayer de conclure rapidement. Il y a quand même une question, alors je ne sais pas si tu pourras y répondre rapidement, Vas-y, Clémentine, mais il au y a quand pire même je une répondrai dans question le chat, mais dis-moi, vas-y. ouais, il y a quand même une question d'Antoine, qui demandait, en gros, est-ce qu'il existe des ressources ou des arguments avec des sources pour, militer, positivement pour la représentation correcte des personnes handicapées? Notamment là, il parlait de gens qui te parlent d'Asperger, qui disent: «Oui», imaginons dans une boîte de jeux vidéo, on te dit: «Oui, on voudrait représenter les autistes Asperger». Enfin, est-ce que toi, tu connais des ressources comme ça pour pouvoir expliquer ça en tant que potentiellement personne pas, handi à, à des gens dans une entreprise, dans le cadre du travail en tout cas? Alors, je sais pas si vous connaissez cette association,
Ça s'appelle, le collectif Mauvaises Herbes et Meilleure réponse. non, mais ouais, du coup, en vrai, si vous avez, besoin de faire un talk ou un consulting, alors un talk ou un consulting, on peut le faire. Il y a aussi, un truc qui s'appelle Salt and Sage. Je suis en train de chercher le lien. Salt and Sage, c'est des, sensitivity readers qui ont une multitude d'expertises. Je vais le mettre dans la là, j'arrive, je termine, je boucle. Donc voilà, je le mets là. Donc allez voir des sensitivity readers, il y en a sur plein de sujets différents. Je peux faire le boulot sur la question de l'autisme, via, Mauvaises Herbes et sinon des ressources, bah, ouais, Google est ton ami. C'est pas facile parce que c'est des sujets sur lesquels, les ressources, elles sont parfois dures à trouver, mais ouais, enfin franchement, hésite pas à venir me voir en voilà, hésite pas à venir me voir. Eh ben, merci beaucoup Clémentine. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Juste pour info, tu pourras regarder le chat après, mais les gens ont dit que c'était une masterclass. Beaucoup merci pour ton intervention. Beaucoup Merci de à gens qui, je vous. pense, ont beaucoup appris de choses et c'est pour ça qu'il y a pas forcément eu beaucoup de questions parce que c'était plus de la prise d'information. Is very OK. Pas Voilà, de donc souci. merci en tout cas pour ton intervention et du coup, on va te laisser te reposer. On va Merci à faire une toi. bébé pause et je reviens, pour jouer aux voitures Vroom juste vroom. après. Vroom vroom. Merci à tous. Merci Clémentine et à bientôt du coup. Salut.